Bonjour à tous, bienvenue dans cette première partie d'émission où nous avons la chance d'interviewer Madame Panahi, directrice de la SNCF Immobilier. Madame Panahi, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Adam, bonjour à toutes et à tous. Bonjour madame. Merci de nous accorder votre précieux temps pour cette interview, au cours de laquelle, en guise d'introduction et pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, je vais faire une brève présentation de votre parcours exceptionnel. Vous êtes ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts et en 1996, votre carrière commence au ministère de l'Équipement et des Transports en administration centrale, puis à la direction départementale des Yvelines et à la direction départementale des Hauts-de-Seine, où vous êtes responsable des études et des grands travaux autoroutiers. Vous rejoignez le ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire en 2006 pour œuvrer à la transformation organisationnelle des services. C'est en 2008, plus précisément en décembre 2008, lors de la crise financière, que vous êtes appelé au cabinet du ministre chargé du plan de relance de l'économie en tant que conseillère chargée de l'infrastructure et des équipements de défense et de sécurité. En 2010, vous êtes nommée directrice générale de l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense, nouvellement créé alors pour renforcer l'attractivité ainsi que le rayonnement international du premier quartier d'affaires européen. En octobre 2013, vous êtes nommée directrice générale des services du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, dont l'administration ne compte pas moins de 5000 agents, avec un budget annuel de 1,8 milliard d'euros. Enfin, depuis le 1er février 2021, vous avez rejoint le COMEX du groupe SNCF pour en diriger la branche immobilière, où vous êtes également présidente non exécutive des filiales rattachées à la direction immobilière. Alors, madame Panahi, tout d'abord, bravo pour ce parcours rayonnant et qui, j'imagine, est un modèle pour, j'espère, sera un modèle pour un grand nombre de jeunes femmes qui cherchent à s'insérer dans les métiers du secteur immobilier et autres. Et forcément, nous voulions vous poser une question. Pourquoi la SNCF Immobilier, après ce parcours et potentiellement des choix qui s'offraient à vous qui devaient être assez divers? Merci Adam, c'est trop d'honneur pour vos éloges. C'est trop d'honneur de vous recevoir. Alors après, c'est Salam Alek. Pourquoi la SNCF? Tout simplement parce que l'intérêt général, qui est le fil conducteur de mon parcours, comme vous l'aurez constaté, y trouve toute son expression. Oui. D'abord parce qu'il s'agit d'une entreprise publique oui. Qui en plus a accompagné de tout temps la société française dans ses transformations depuis l'avènement du chemin de fer jusqu'au TGV qui a considérablement transformé, recomposé le territoire français. Et la branche immobilière y occupe une place particulière en permettant notamment d'œuvrer à la fabrique de villes plus sobres, plus résilientes et plus solidaires dans la période de transition actuelle. Donc, j'imagine, ça veut dire qu'il y avait aussi un intérêt pour les générations futures dans cette histoire. C'est-à-dire que c'est une envie, un projet derrière vraiment à long terme que la SNCF Immobilier. Absolument. C'est vraiment ce goût qui m'a toujours animée pour la chose publique et pour la transformation de mon environnement dans une période où justement on voit bien les questions environnementales prennent tout leur sens. Bah écoutez, dans ces cas-là, je pense qu'on peut directement commencer en parlant du rôle de la SNCF Immobilier. Je laisserai Thomas débuter cette grande première partie. Merci Adam. Donc Madame Panahi, la première question est: en quoi consistent les 3 missions de la SNCF? Alors, les 3 principales missions de la branche immobilière de la SNCF consistent d'une part, comme la plupart des grandes entreprises ont des directions immobilières, à gérer le patrimoine en tant que grand utilisateur. Donc à la fois gérer, exploiter, entretenir, maintenir et reconstruire. Donc il s'agit de tout le patrimoine à la fois ferroviaire, mais aussi industriel et tertiaire. Donc ferroviaires sont les postes d'aiguillage par exemple, tertiaires ce sont l'ensemble des bureaux qui sont occupés par les salariés du groupe SNCF et le patrimoine industriel ce sont les ateliers de maintenance de nos trains ou les technicentres industriels. Et donc là, la contribution de la branche immobilière consiste à venir en soutien à la performance de l'ensemble des activités du groupe en améliorant justement leurs outils de travail et notamment leurs conditions de travail, qu'il s'agisse de rationaliser le parc existant,
parce qu'aujourd'hui, si je prends par exemple l'activité réseau, la filiale réseau, ce sont 20 000 bâtiments répartis sur l'ensemble de la France, souvent des bâtiments un peu anciens, vétustes et qui sont plus véritablement aux normes énergétiques actuelles. Et donc en rationalisant, en reconcentrant ce parc, on permet à l'activité de pouvoir gagner en performance. De la même manière, quand on reconstruit des technicentres industriels ou quand on reconstruit des campus de formation dernier cri avec les meilleures performances, on contribue aussi à l'amélioration des ressources des différentes activités du groupe. Donc ça, c'est la première grande mission. Je pourrais détailler davantage encore, mais c'est j'aurai vraiment... une question pour vous après. D'accord. Ne vous en faites pas. Donc ensuite, la deuxième grande mission de la branche immobilière consiste à valoriser les actifs qui ne sont plus nécessaires aux activités ferroviaires. Donc c'est vrai qu'on occupe des parcelles un peu partout en France. On est propriétaire de plus de 30 000 hectares de foncier, en tout cas sous gestion de la branche immobilière du groupe. Et sur ces 30 000 hectares, on a eu par le passé l'occasion de prendre nos aises et d'occuper assez confortablement, on va dire, ces parcelles. Il se trouve qu'en se resserrant davantage sur certaines parcelles, on peut libérer une grande partie qui n'est plus nécessaire de ce fait aux activités ferroviaires et on peut à ce moment-là transformer ces anciennes friches ferroviaires en nouveaux quartiers de ville, présentant toutes les aménités avec à la fois des logements, des espaces verts, des bureaux, des commerces de proximité, des équipements publics, de la logistique urbaine, de l'agriculture urbaine, etc. Donc ça, c'est vraiment la deuxième grande mission qui permet de travailler à la fabrique urbaine dans le contexte que j'évoquais tout à l'heure de prise en compte des nouveaux enjeux de transition écologique notamment, mais aussi de responsabilité sociale et sociétale. On pourra y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez aussi. Avec grand plaisir. Et puis ensuite, la troisième mission de la branche immobilière est celle qui est héritée du passé et du présent du groupe SNCF, qui est un employeur qui a toujours été très soucieux de la qualité de vie de ses employés et qui, du coup, est propriétaire d'un parc de logements, 95 000 logements, grâce à notre filiale ICF Habitat. Et donc, nous assurons la gestion de ce parc locatif social de 95 000 logements, dont une grande partie est occupée par nos propres cheminots. Je débute mes premières questions. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent, depuis quelques années maintenant, du fait de mettre en avant les transports en commun. Est-ce que le fait de rechercher ces espaces non utiles à l'activité ferroviaire n'est pas un petit peu en contradiction avec cet esprit de transport en commun ? Alors non, bien au contraire. La valorisation de nos terrains, de nos fonciers qui ne sont plus nécessaires aux activités ferroviaires, contribue bien au contraire à l'usage du ferroviaire. Vous l'avez sans doute noté, la nouvelle stratégie du groupe SNCF en ce moment, c'est précisément d'œuvrer en faveur de la décarbonation des mobilités. C'est la fameuse formule utilisée, le fer contre le carbone. Parce qu'effectivement, c'est sans doute le train est sans doute le mode de transport le plus décarboné. Et en travaillant à transformer les anciennes friches ferroviaires qui sont situées la plupart du temps à proximité des nœuds de transport, à proximité des gares, pour y faire à la fois des logements, des bureaux, pour y concentrer donc l'activité humaine, ça rapproche les utilisateurs et les clients du train. Ça permet plutôt que de faire de l'étalement urbain et d'aller justement construire en périphérie des villes, ce qui oblige ensuite les utilisateurs à prendre leur véhicule pour venir. Pour arriver jusqu'au train et pour ensuite... Et même pour les personnes qui sont situées, qui sont éloignées des gares, le fait de transformer dans ces anciennes friches les actifs en y faisant aussi parfois des pôles d'échange multimodaux, ça permet aussi à l'ensemble de nos concitoyens de pouvoir se rapprocher de la gare pour pouvoir utiliser le train. Et donc, ça permet d'œuvrer en faveur de la décarbonation des mobilités. Oui, c'est vrai. Vu de ce point de vue, c'est clair qu'on a un échange social qui est intéressant entre ces
ces terrains que vous n'utilisez plus, qui ne sont plus d'utilité derrière pour les valoriser. Alors, Thomas, est-ce que toi, tu aurais une question ? J'avais une question concernant les professionnels du secteur. Donc, avec quels professionnels du secteur interagissez-vous au quotidien dans les opérations que vous entreprenez ? Alors, on interagit avec quasiment tous les professionnels du secteur, qu'il s'agisse des collectivités locales, évidemment, puisque ce sont les collectivités qui, en premier chef, œuvrent à l'aménagement de leur territoire. Donc, à chaque fois qu'on est amené à transformer, comme je le disais tout à l'heure, d'anciennes friches en nouveaux quartiers, on travaille avec les collectivités sur la programmation de ces nouveaux quartiers. On travaille évidemment avec tous les partenaires publics, comme par exemple la Banque des territoires aussi, pour œuvrer à la revitalisation de certains territoires ou pour travailler à des programmes comme Action Cœur de Ville. On travaille avec des associations, notamment dans le cadre de nos projets d'urbanisme transitoire qui sont assez intimement liés à tout ce qui est économie sociale et solidaire. Et donc, on a l'occasion d'accueillir évidemment des associations dans le cadre de ces opérations d'urbanisme transitoire. Et puis, on travaille avec l'ensemble, j'allais dire, de nos concitoyens, puisque dans le cadre de chacun de nos projets, on mène aussi des réunions de concertation pour recueillir l'avis du public. Oui. Forcément. Et pour leur permettre de prendre part au projet. Bon, mais alors, dans cette optique, on va d'inclure les citoyens et la consultation citoyenne et tout ce qui va avec. C'est vrai que, comme vous l'avez précisé, votre troisième mission, c'est aussi une mission de logement. Alors, vous nous avez dit que c'était aussi pour vos salariés et pour les gens qui font partie du groupe SNCF, mais cela s'étend même au-delà. Vous devez potentiellement aussi travailler avec des bailleurs sociaux, ça veut dire. Absolument. Hein. Je ne les ai pas cités explicitement, vous avez raison, il faut réparer mon oubli. Non, mais on travaille évidemment avec tous les bailleurs sociaux, avec tous les promoteurs, les aménageurs, les constructeurs, tous les architectes, enfin vraiment les juristes, les notaires. Alors vous n'avez pas les professionnels de l'immobilier. Mais alors, dans les équipes de la SNCF Immobilier, vous n'avez pas directement peut-être des professionnels qui travaillent directement pour le groupe, ou vous passez vraiment par des... On en a. Alors, heureusement, au sein de nos équipes, on a des professionnels du secteur de l'immobilier, mais on a aussi souvent recours à des prestataires externes, selon les domaines de spécialité, qui nous aident et qui nous accompagnent. J'ai omis peut-être de citer, puisque je n'oublie personne, voilà, la liste est longue. On a quand même les paysagistes que je n'ai pas cités, qui sont une profession avec lesquelles on travaille beaucoup, parce que, vous le disiez tout à l'heure, non seulement sur nos fonciers, on essaye d'œuvrer en faveur de la décarbonation, mais on essaye de faire à la fois donc, de l'écologie, mais aussi du social avec les logements sociaux, et on essaye de concilier le triptyque écologie, sociale et économie. Donc écologie, évidemment, il y a beaucoup de projets de renaturation en ville pour favoriser la biodiversité, créer des îlots de chaleur, et la canicule actuelle nous le rappelle suffisamment. La canicule du jour est à 40 degrés, voilà, on le rappelle aujourd'hui. La température du jour étant de 40, hier on était apparemment le jour le plus chaud, si j'ai bien compris. Non, c'est aujourd'hui le jour. C'est aujourd'hui. Bon. Hier on était à 38 ou 39. Voilà. Aujourd'hui on a passé un stade. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu important de renaturation en ville, et en même temps, on nous demande aussi, et ça peut paraître comme une forme d'injonction contradictoire, mais il n'y a finalement pas véritablement de contradiction entre ces objectifs différents. On nous demande sur un même foncier donné de faire à la fois de la renaturation en ville pour aller dans le sens des enjeux de transition écologique et lutter contre le dérèglement climatique. On nous demande en même temps de faire du social, et notamment en zone tendue, là où les logements manquent, notamment en zone tendue, de faire du logement et notamment du logement social. Et en même temps, il faut réussir à boucler le modèle économique. Et comme chacun sait, les espaces verts ou le logement social ne permettent pas toujours de boucler le modèle économique des opérations d'aménagement. Et donc là, on se retrouve effectivement dans une problématique. Mais alors, quel type de logements sociaux vous visez particulièrement ? Parce que
il y a tout de même différents stades, différents degrés de logements sociaux. Il y en a qui sont vraiment pour les foyers les plus modestes. Il y en a d'autres qui visent quand même des jeunes actifs qui ont quand même des difficultés, on va dire, économiques, mais qui ne sont pas dans des situations particulièrement précaires. Est-ce que vous allez chercher un petit peu toute la branche des logements sociaux ou vraiment ça se spécialise ? Non, on est vraiment très Très ouvert large. sur l'ensemble de la palette, qu'il s'agisse à la fois des logements sociaux traditionnels, qu'il s'agisse des logements à destination des étudiants. Et on a vraiment beaucoup d'actions en faveur des étudiants. Ça nous intéresse quelque peu. Voilà, justement, c'est pour ça que je me permets de le souligner. Notre filiale ICF Habitat a créé un certain nombre de résidences étudiantes. On en a un certain nombre déjà qui ont été livrées, notamment en région parisienne, et puis d'autres qui sont en cours ou qui seront livrées l'année prochaine dans Paris Intramuros, donc ça peut vous intéresser. On a aussi un certain nombre de résidences intergénérationnelles qui permettent aussi de travailler avec vraiment tous les âges, finalement, sont concernés. Oui, avec potentiellement des échanges qui s'effectuent entre les générations. Et on connaît le modèle un petit peu de ces ensembles-là, de ces ensembles immobiliers. Alors, si je puis me permettre, comment interagissez-vous en tant que directrice de la SNCF Immobilier avec les autres pôles de la SNCF ? Parce que c'est vrai que c'est un point souvent qui nous laisse un petit peu en suspens. On se demande comment tout cela s'agence. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on intervient en soutien à la performance de l'ensemble des activités du groupe SNCF. Oui. Donc, on est en contact, évidemment, régulier avec l'ensemble de nos clients internes, en quelque sorte, puisqu'on œuvre pour leur compte. Quand on intervient pour améliorer leur outil de travail, pour accompagner le déploiement du télétravail en revoyant aussi les schémas directeurs tertiaires, en déployant des espaces plus flexibles et dynamiques, on a besoin de recueillir d'abord l'expression de leurs besoins pour pouvoir répondre au mieux à ces besoins. Donc on a besoin de travailler vraiment en étroite interaction avec nos clients internes, avec l'ensemble des entités du groupe pour répondre au mieux à leurs besoins et déployer leur stratégie sur leur patrimoine immobilier. Et on n'est pas propriétaire du foncier. Les entités du groupe sont restées propriétaires du foncier et nous, on intervient pour leur compte. Donc, à chaque fois qu'on cède un actif pour faire une opération d'aménagement ou de promotion... vous le cédez pour le compte. Exactement. Donc, en fait, le cash revient à l'entité concernée. Et à chaque fois aussi, quand on intervient pour améliorer, pour faire des investissements, pour améliorer l'existant ou pour moderniser, les CAPEX proviennent aussi de l'entité concernée. Donc on est vraiment une forme de partenaire privilégié ou de prestataire, de conseil, d'accompagnement. C'est vraiment le rôle de gestionnaire du foncier, quoi, en fait. Exactement, mais avec... on va dire, la capacité à développer aussi une stratégie immobilière sur l'ensemble du groupe pour éviter justement que ce soit une somme de stratégies des différentes activités, puisque bien souvent, il faut quand même essayer de coordonner les différentes c'est pour ça que stratégies. Vous êtes en même temps... Exactement, parce que sur une même parcelle, vous avez bien souvent un petit morceau qui appartient à fret, un petit morceau à réseau, un petit morceau à voyageurs. Et donc, mais même, j'ai en tête l'image assez bête, je pense, et qu'on pourra tous... potentiellement avoir devant les yeux, c'est au final vous avez la gare et vous avez tout autour, si vous réalisez des zones urbaines tout autour, même au niveau de la pollution sonore, même au niveau de la pollution en général et des allées-venues et des passages, ça doit être assez difficile de ne jamais se concerter. Absolument. Voilà. Non, mais donc c'est pour ça qu'on a un positionnement très transverse au sein du groupe et qu'on joue justement ce rôle de facilitateur à la fois pour créer une convergence d'intérêts entre les différentes entités du groupe, mais aussi derrière pour pouvoir travailler à un programme qui sera aussi en adéquation avec les attentes des populations et des collectivités, des élus qui les représentent. Alors forcément, ça veut dire que vos équipes aussi travaillent avec les équipes des autres pôles.
Oui, constamment, au quotidien. Au quotidien. Les interactions sont quotidiennes, indispensables. Bah oui. Et alors, est-ce que potentiellement vous auriez un type d'opération pour lequel vous avez travaillé main dans la main avec, je ne sais pas, peut-être la SNCF, la ferroviaire, le pôle ferroviaire, excusez-moi, de la SNCF, sur le renouveau d'un quartier urbain ou d'une gare qui était un petit peu laissée à l'abandon et que vous avez décidé de remettre au goût du jour et de réhabiliter, on va dire, toutes les parcelles aux alentours? Alors, on peut citer toute une série de projets de transformation de quartiers. On a livré il y a quelque temps tout le quartier de la Chapelle internationale à Paris. On est en train de travailler toujours à Paris sur le projet des messageries à côté de la gare de Lyon. Alors ça, on y reviendra. Projet, Ordener Poissonnier. Mais en dehors de Paris, on a des projets dans toutes les grandes métropoles, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux. Et au-delà des grandes métropoles, on a aussi des projets dans toutes les villes de France, qu'il s'agisse de villes. Voilà, au final, c'est plus ces petites villes qui souvent se retrouvent un petit peu délaissées, même au niveau des transports, au niveau, comme on a dit plus tôt, de l'accès au transport, que les grandes villes où majoritairement on est quand même assez bien équipés. Absolument. Écoutez, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en déplacement à Soissons avec le président de l'agglo et maire de Soissons, qui a vraiment un projet structurant et très ambitieux pour l'agglomération, et avec les élus qui l'accompagnaient, autour justement de la gare. Où on va pouvoir travailler à aménager tout un quartier avec à la fois des logements, mais aussi un hôtel, des commerces. C'est un pôle d'échange multimodal. Oui. C'est vrai qu'on imagine facilement que les projets soient assez complexes dans toute cette histoire-là. Mais la question, je sais pas, moi, ce sera potentiellement ma dernière question, je ne sais pas si Thomas en aura derrière, mais d'un point de vue économique, la SNCF Immobilier en soi, comme vous l'avez dit, elle gère en réalité le foncier des autres pôles de la SNCF, ne fait pas réellement de bénéfices en fait. Vous ne faites pas de chiffre d'affaires qui derrière a un apport particulier pour la SNCF en soi. Si, pour le groupe SNCF, bien sûr. À chaque fois qu'on cède un actif immobilier... Mais vous le cédez pour le compte de quelqu'un d'autre. On le cède, mais pour le compte des entités du groupe, et ça permet de venir désendetter le groupe SNCF, et ça permet de faire rentrer du cash dans les caisses du groupe SNCF. Donc c'est essentiel, et c'est justement pour ça aussi qu'il faut qu'on soit dans un objectif de performance, de recherche de performance, dans une période où on sort quand même d'une crise sanitaire qui a généré quelques dégâts au niveau du chiffre d'affaires, malheureusement pour nous, dans une période aussi d'ouverture à la concurrence qui oblige nos activités à être de plus en plus performantes dans le champ concurrentiel. Donc on a besoin, nous, d'être en soutien à la performance des activités du groupe. C'est absolument essentiel et il faut vraiment que nos services œuvrent dans cette direction-là. Moi, je voudrais juste rajouter un point. Au-delà de l'économie, il y a toute la qualité écologique des projets. On a évoqué tout à l'heure la contribution de l'immobilier au x2. Comment finalement on permet d'augmenter la part modale du train pour essayer d'aller dans le sens de mobilité plus décarbonée. Mais j'ajoute que le foncier du groupe SNCF est essentiellement un foncier imperméabilisé, un foncier artificialisé, et donc en transformant ce foncier pour le reperméabiliser et faire de la renaturation, on contribue pleinement à l'objectif du ZAN, le zéro artificialisation nette, qui est posé désormais par la loi climat et résilience. Alors, concernant cette question-là, les objectifs seront majoritairement vus en seconde partie. Donc, nous allons laisser la parole à nos prochains intervenants. Et nous vous remercions, Madame Panahi, pour votre intervention. Merci bien. Merci à vous.